Nicole Brenez est ici pour la première fois dans cette émission, mais j'espère, Nicole, que tu reviendras régulièrement pour nous présenter des découvertes, et des découvertes aussi passionnantes qu'aujourd'hui. Tu es historienne du cinéma, tu enseignes à l'université de Paris 3, tu programmes aussi à la Cinémathèque française, où nous nous sommes croisés quand je dirigeais, après mon ami Antoine Debec, le musée du cinéma. Et aujourd'hui, tu nous présentes quelqu'un de passionnant dont on vient de voir un film qui est Libre. Libre, qui vous avez intitulé Jacques Perconte, film de campagne. Et en fin d'émission, on verra un second film. On aura la chance de voir Chouva Madeira, donc qui est un film que vous avez fait plus récemment, je crois, après Libre. Moi, je suis très très heureux de vous recevoir tous les deux aujourd'hui. Et je vais laisser Nicole faire l'entretien avec Jacques. Merci beaucoup Laurent, merci de nous ouvrir cet espace de visibilité. La question générale que tu m'avais posée, c'était celle des rapports entre le cinéma expérimental et Internet. Qu'est-ce qu'Internet a produit comme effet sur le champ du cinéma expérimental? Donc, il y a beaucoup de réponses évidemment à une telle question. Pour moi, la meilleure manière d'y répondre, c'était d'amener une œuvre et un auteur qui articule de manière extraordinairement fertile, riche et structurée les rapports entre ces deux médiums, ces deux histoires, ces deux traditions, ces deux types de gestes aussi. Alors, je voudrais d'abord dire quand même que à l'articulation des rapports entre le cinéma expérimental et Internet, qui est une très très longue histoire déjà, ça ne remonte pas seulement aux années 90, enfin, il y a un rapport très profond entre la culture numérique, la culture arithmétique, si on peut dire, et bien sûr le cinéma abstrait et le cinéma expérimental. Dans cette longue histoire, il existe en gros toujours deux attitudes. Une attitude technophile, donc qui consiste à s'emparer d'une dernière technologie et d'inventer des nouveaux gestes, de nouveaux types d'œuvres en fait, à partir de celle-ci, ou bien des attitudes extrêmement technophobes qui consistent au contraire, et c'est tout aussi passionnant bien sûr, à refuser le turnover de plus en plus oppressant d'ailleurs des technologies qui ont détruit des instruments pour en créer d'autres, et qui du coup privent certains auteurs de leurs instruments. Donc ça a été une des grandes préoccupations évidemment des artistes à la fin du XXe siècle. Et dans cette technophobie, donc, il y a à nouveau deux attitudes très intéressantes qui consistent pour certains d'entre eux à créer leurs propres instruments, leurs propres outils, et donc évidemment des œuvres de texture ou de nature extrêmement nouvelles. Donc c'est par exemple le cas aujourd'hui de Jérôme Schlomhoff, qui est vraiment un artiste passionnant, en particulier sur la question du paysage, et d'autres qui s'efforcent de prolonger, voire de ressusciter des instruments anciens. Et si j'éprouve le besoin de le dire, c'est que bon, d'une part, ils sont extrêmement nombreux, et de l'autre, parce que parmi ceux-ci, beaucoup travaillent encore en argentique et par exemple en super 8. Et l'un des chefs-d'œuvre de cette année pour moi, c'était un film consacré au Rhum, de Pilar Arcila, qui est une cinéaste qui travaille à Marseille, souvent en collectif, qui est donc mène un travail à la fois d'animatrice sociale, si on peut dire ça, enfin de formation de population aux pratiques artistiques, et donc de cinéaste à plein temps. Et ce dernier film qu'elle a réalisé s'intitule Le pendule de Costel, et il correspond pour moi à une phase très essentielle du documentaire où se jouent à plein les questions des rapports entre morale et éthique, qui consiste plus à filmer les gens, mais à leur donner les moyens de filmer eux-mêmes leur propre histoire. Et donc le pendule de Costel alterne des moments vidéo et des moments super 8, et elle a confié des instruments à une famille, donc la famille de Costel, un Rome, donc qui filme elle-même son quotidien
qui expose elle-même ces problématiques. Et c'est évidemment un pas absolument considérable dans la représentation et surtout l'auto-représentation de ces populations dont François et toi-même nous rappelait à quel point, évidemment, ils étaient aujourd'hui des emblèmes d'exclusion et de fermeture sur nous-mêmes. Et alors, refusant justement cette distinction binaire, technophilie, technophobie, le travail de Jacques Perconte invente justement d'autres types d'articulations qui consistent à, d'une part, maîtriser parfaitement toutes ces dernières technologies, mais à inventer avec elles des choses à la fois, des gestes et des œuvres qui à la fois les détournent, les subversivent, les subvertissent, les fertilisent aussi. Alors, pour dire d'un mot quand même que probablement tout cinéphile, au moins français, mais au-delà bien sûr, a vu de toute façon des images de Jacques Perconte. Jacques a été l'un des collaborateurs de Léos Carax pour Wally Motors, et c'est à lui donc qu'on doit ce très beau passage dans Le Père Lachaise, où l'image soudain se pixelise, avoue sa nature numérique et se dissout sur elle-même dans une espèce d'intense mélancolie bien caraxienne, mais qu'on doit entièrement à Jacques. Alors, Jacques travaille tout à fait hors circuit, de manière extrêmement éthique et très emblématique aussi de beaucoup d'artistes expérimentaux, surtout en France. Il ne travaille jamais sur commande, il ne travaille jamais subordonné à une quelconque institution. Il produit lui-même ses moyens de production jusqu'à présent. Son œuvre, là encore de manière tout à fait symptomatique de ce qui se passe dans l'art contemporain, appartient tout autant au champ des arts plastiques que bien sûr du cinéma, de la photographie, de l'installation, de la performance. Toutes ces activités sont en jeu dans son œuvre. Il a compté récemment que celle-ci comptait environ 115 items, ce qui ne veut rien dire puisque chaque item peut évidemment être démultiplié en plusieurs pièces. L'une de ces pièces, d'une certaine façon présente ici avec nous, c'est son pullover, qui n'est pas... Une relique alors? Non, mais qui n'est pas incident, qui n'est pas contingent. Il est d'une certaine façon un écran, un éclat, un fragment, l'ombre portée de la performance qu'il faisait hier soir. Et en même temps, il est extrêmement... il vous donne immédiatement une indication sur l'énergie visuelle qui, au-delà des questions logistiques, techniques et financières, caractérise l'œuvre de Jacques, qui me passionne d'abord, pas seulement évidemment parce qu'elle nous révèle des rapports aujourd'hui entre art et technologie, mais en ce qu'elle propose, elle ouvre sur un monde dans lequel il se produit parfois des déluges de beauté, vraiment des rafales, et je dis, j'emprunte ce vocabulaire naturaliste parce que la question de la nature est au centre de sa réflexion, à la fois en tant qu'artiste, mais aussi en tant qu'être profondément spirituel, on va y venir aussi. Des rafales et il y a un vent d'amour et de beauté qui naît de sa connaissance parfaite des technologies contemporaines. Donc, pour toutes ces raisons, la présence de Jacques s'imposait. Au fur et à mesure que nous écoutions les intervenants précédents, d'autres raisons s'y sont ajoutées, et notamment celle-ci que, en fait, Jacques et moi, nous sommes connus par l'intermédiaire de celui qui est devenu son spécialiste entre-temps, qui est Dylan Jacobs. Nous avons commencé à vraiment travailler ensemble au moment où un collectif s'est créé qui s'est intitulé Outrage et Rébellion, et dans le cadre duquel Jacques a créé une œuvre qui s'appelle Satyagraha. Tout ça raccorde à merveille. Et donc, quand même une question qui, moi, me vient aux lèvres après ton introduction et avoir écouté tes autres invités, c'est quand même que, pour moi, par exemple, à l'origine, morale et éthique sont quand même deux termes opposés. Parce que je viens d'une nappe qui date, antédiluvienne, qui n'est pas préhistorique, mais qui date au moins des années 70, et où c'était deux termes tout à fait contradictoires.
c'est-à-dire où la morale était un élément extrêmement normatif, là où l'éthique, au contraire, était du côté de Spinoza, de l'action, de la responsabilité de soi-même, enfin permettait justement d'échapper au carcan moralisateur. Et il me semble, donc je me tourne vers Jacques, que peut-être ce qui structure l'ensemble de tes initiatives donc artistiques, c'est systématiquement la défense de certaines valeurs spirituelles. Est-ce qu'on peut commencer par là, ce qui serait ouais. Une belle question. Peut-être un peu vaste, mais voilà, on peut partir de Satyagraha, par exemple, si tu veux partir d'un exemple précis. Il y a deux choses qui sont en tension dans mon travail. D'une part, il y a un rapport peut-être extrêmement éthique à l'objet plastique, une vraie intention de produire quelque chose qui soit extrêmement respectueux de la fabrication et du support lui-même, du matériau, et c'est de là que naît toute ma réflexion sur le numérique, je pense. Et puis après, une nécessité de justice pour moi dans ce que je produis. Et Satyagraha, c'était un moment particulier, puisque c'était mon premier film politique. C'est la première fois que je voulais m'engager sur quelque chose, et que je répondais à cette proposition que de faire un film qui parlait quelque chose que du paysage et du corps, parce que je travaillais sur le corps avant. Et donc la première chose qui s'est produite, c'est que j'allais faire un film sur quelque chose auquel je n'avais pas assisté, sur des événements sur lesquels j'avais un avis superficiel, puisque j'en connaissais tout ce qu'il y avait dans les médias ou ce qu'on m'avait raconté. Qui était une circonstance pour aller vite de répression policière. Oui, qui était une circonstance de répression policière. Et finalement, quelque part, je ne pouvais pas faire un film comme d'autres cinéastes ont choisi de le faire, en utilisant ces images-là, en utilisant des images qui ne m'appartenaient pas, et qui étaient des images de ce qui s'était passé, de la situation, ou des images actuelles de la société, détournées et réutilisées pour produire un discours politique. J'avais besoin de prendre une distance avec ça, et puis en même temps d'expliquer un petit peu toute la tension qu'il y avait dans mon rapport à ce sujet aussi, qui était que je ne pouvais pas faire un film direct, que je n'avais pas envie d'exposer un avis au premier degré, puisque je n'en avais pas réellement. Et donc du coup, ma compagne m'a dit, mais parle de Gandhi, parce qu'elle est prof déjà. Et donc elle a pensé tout de suite à ça, et je me suis plongé dans les images d'archives qu'il y avait sur justement tous les mouvements de révolte de l'époque de Gandhi. Et je suis tombé sur des documents contemporains qui allaient retracer un petit peu ce qui est resté de cet état d'esprit. Et donc il y avait une vraie tension, une vraie contradiction, une volonté de montrer la contradiction qui existait aujourd'hui dans une société indienne qui piétinait un petit peu l'idéologie de Gandhi, qui le respectait mais qui le replaçait dans une époque révolue. Et ce que je voyais qui entrait vraiment véritablement en résonance avec l'époque actuelle, qui systématiquement est dans la réaction et pas dans l'action. Et donc du coup, j'ai vraiment compris que j'allais faire un film qui était dans l'action et pas dans la réaction. Et c'était le sujet parfait que j'utilisais, ces images-là, qui étaient des images de non-coopération, où la débandade n'était pas une fuite, était un désordre, où la manifestation n'était pas une provocation, mais véritablement une conviction et un engagement, et où il y avait quelque chose qui était très très fort. Et donc j'ai fait un film sur ça, un film avec Satyagraha, et j'ai voulu voir à quel point ces images résistaient aussi au temps et aux technologies, et donc j'ai poussé techniquement pour essayer d'en extraire quelque chose. Et finalement, ce qui en sort, et ce qui est assez drôle, c'est que c'est la force du peuple qui en sort. C'est la force de la masse, et que finalement, en essayant de confronter, de casser ces images-là, parce que techniquement, ce que je fais, c'est que je les casse, le peuple
donne encore plus d'énergie. Alors, en effet, une caractéristique du travail de Jacques, c'est que beaucoup de ces pièces, de ces items, sont des interventions numériques, que peut-être tu peux nous décrire quelques éléments, sur des images préexistantes. Donc, en quelque sorte, alors que ce soit des images au sens concret, ou que ce soit des motifs emblématiques d'une culture visuelle, comme par exemple des motifs de l'impressionnisme. Autrement dit, chacune de ces œuvres est aussi un commentaire presque analytique sur une tradition iconographique, sur un emblème, sur une icône ou sur une situation visuelle voilà, qu'on attache à un mouvement pictural ou photographique. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont tes modalités d'intervention qui constituent pour le moment la partie la plus spécifique et originale de ton travail? Les modalités d'intervention, pour refaire un petit peu l'histoire de ça, ça a démarré quand, véritablement sur le numérique, quand j'ai eu, au milieu des années 90, fin des 90, mon premier appareil photo numérique, et où j'ai été extrêmement déçu de ses capacités, et j'ai dû faire face à son impossibilité de produire des images, en fait. Et j'avais la chance d'être étudiant en art, et donc du coup tout de suite j'ai compris que finalement il donnait à voir autre chose. Il donnait à voir ce qu'il était capable de produire. Et donc j'ai dû commencer à essayer de comprendre ce qu'il était capable de produire. J'ai commencé à essayer non plus de m'en servir comme un appareil photographique dans lequel il fallait aller chercher les moyens de produire des images qui appartenaient à l'histoire des images argentiques, mais qu'il fallait voir comment est-ce que je pouvais l'amener dans l'histoire des appareils numériques. Et ça correspond à l'époque aussi, j'ai commencé à travailler avec des ordinateurs, et je me suis posé la même question avec les ordinateurs quand j'ai essayé de mettre une vidéo analogique dessus et que j'ai essayé de travailler ces images-là et puis de les ressortir, ça ne marchait pas. Les ordinateurs étaient peut-être pas assez puissants, enfin il se passait des choses qui faisaient que les technologies entraînaient l'efficience dans l'image. Et donc très rapidement, je me suis mis à essayer d'exploiter cette efficience-là. Au début, je ne comprenais pas trop ce que je cherchais, c'était très théorique. Et à un moment donné, j'ai eu le sentiment qu'il fallait que je laisse la théorie de côté pour véritablement rentrer dans la recherche d'une technique plastique, puisque j'avais le sentiment que j'étais beaucoup plus un plasticien qu'un théoricien, et que pour moi, j'étais dans une démarche picturale, et puis bon, historiquement, j'avais d'abord appris le dessin et la peinture et tout ça. Je me retrouvais à chercher une technique picturale avec ces outils-là. Donc du coup, se poser la question de la matière, de la couleur, et puis du mouvement, parce que cet appareil produit strictement disparu au fond. Et en fait, je me suis rendu compte que tout simplement, les solutions techniques qu'avaient trouvées les informaticiens et de l'industrie pour arriver à mettre les images dans les machines, c'était décompressé. Donc du coup, d'utiliser des mathématiques pour trouver comment on allait simplifier le fichier en essayant de préserver l'image, en tout cas l'image de l'image. Et j'ai commencé à essayer de pousser sans forcément comprendre comment ça fonctionnait. Et j'ai appris le fonctionnement de ces algorithmes par leur expérience. J'ai jamais essayé de les décortiquer mathématiquement pour pouvoir les maîtriser en faisant des programmes, parce que j'ai toujours trouvé que c'était absurde, parce que j'aurais du coup des résultats et puis ça serait plutôt des défauts et tout ça. Mais par contre, j'ai poussé très loin la pratique et l'expérimentation. D'une certaine façon, j'ai engagé une démarche de recherche pour comprendre ces différents environnements, aussi bien pour la photographie numérique que pour la vidéo, pour acquérir une expérience de ces outils-là, une expérience suffisamment pointue pour que ça ne puisse devenir des outils que je maîtrise.
Donc, comment tu peux mettre en perspective donc, ta recherche et disons, ce grand mouvement qui a caractérisé aussi l'articulation du millénaire, qui est à la fois musicale et visuelle, donc autour du glitch, c'est-à-dire voilà, tout ce travail sur ce que tu appelles la déficience, l'accident, le bug informatique. Est-ce que tu fais partie de ce mouvement? Est-ce que tu t'inscris dedans ou tu as mené ta recherche de manière tout à fait autonome? J'ai découvert un peu tard qu'il y avait d'autres gens qui faisaient des choses, mais bon, j'ai commencé pas mal de temps avant. Non, bêtement, je m'inscris dans ce moment de la peinture à la fin du 19e où les peintres se rendent compte qu'ils peuvent exprimer quelque chose avec la matière. Et j'ai l'impression, à un moment donné, de m'être rendu compte que les choses valaient pour moi. Après, c'est partagé, c'est merveilleux, mais valaient pour moi à partir du moment où j'exprimais une matière et que j'étais vraiment dans ce rapport-là. Dans un premier temps qui est quasiment physique avec l'image. J'ai peu de liens directs avec toute la culture du glitch, même s'il y a quelques trucs que j'aime bien. Il y a des artistes comme Nicolas Maigret dont j'aime vraiment beaucoup le travail. C'est très brillant ce qu'il produit. Mais ils sont trop dans la destruction. Ils sont trop dans une tentative de critique de la société par la destruction. Et donc du coup pour moi ils sont dans la coopération avec la société qu'ils essaient de critiquer d'une part en se marginalisant et d'autre part en rendant les coups comme dans le principe du satyagraha. L'idée c'est de pas rendre des coups et de ne pas rentrer dans la coopération. Et alors que moi il y a véritablement même si je détruis physiquement le fichier informatique, à aucun moment donné, il y a une intention de détruire l'image. Au contraire, il y a une intention d'aller y révéler quelque chose et d'y trouver une magie. Il y a toujours le sentiment qu'en faisant quelque chose, je vais découvrir quelque chose de merveilleux en retour. L'un des aspects aussi les plus caractéristiques de l'expérimentation sur le net, c'est le moment où on produit l'image ou l'œuvre à partir des possibilités ouvertes par sa diffusion et par sa réception. Donc, un des champs évidemment les plus passionnants, c'est celui de l'open source, et donc chose que tu emploies souvent. Et est-ce que tu peux nous parler par exemple de ce qui est pour moi la pièce de toi que je préfère, donc hors film, c'est l'Institut I Love You, et qui est de 2004, si je ne me trompe pas, et qui, d'une certaine façon, correspond pour moi à voilà, c'est l'amour pour toi numérique. En fait. Donc, un moment de culture très sophistiqué et en même temps très accessible. Donc c'est une pièce, pour la recontextualiser. À cette période-là, je faisais beaucoup de photographies d'après-modèles avec des appareils photo numériques que je refotographiais sur des écrans, sur des vidéoprojecteurs, et ainsi de suite, où je cherchais à simplement mettre en relation le corps et l'écran dans la perspective et dans la matière. Et ça produisait des couleurs et tout ça. Et puis j'ai rencontré un éditeur qui m'a proposé de travailler sur un projet de livre. Et puis juste au même moment, j'ai rencontré Isabelle, ma compagne. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça va être le sujet de ce livre-là. Une relation entre l'artiste et le modèle, une histoire d'amour, c'est un super sujet. Et donc je suis parti sur cette idée, donc j'ai commencé à la photographier, à faire des photographies de mes photographies. Et donc elle me disait assez régulièrement, puisque les photos étaient très abstraites, très matiéristes, que c'était un prétexte pour cette histoire d'amour et qu'on ne la voyait pas et qu'on ne la reconnaissait pas, donc elle n'était pas très contente de ça. Et j'ai eu l'idée à un moment donné, en contre-pied de cette idée, puis pour rigoler un peu, d'inventer une machine en fait, Internet, donc qui allait chercher la quantité d'amour qu'il y avait dans ces photos-là. Donc j'ai créé un site internet qui est toujours en ligne, qui s'appelle I Love You, ouais,
s'appeler Jacques Perconte, I love you. Ça va lui faire très plaisir. Et on sera tous sur l'amour courtois numérique. Voilà. Et donc en fait, le principe de ce site internet, donc, c'est qu'il y a une collection d'une centaine de photographies d'Isabelle. Et à chaque fois qu'on va cliquer sur une photographie, ça va convoquer des algorithmes mathématiques, le nombre d'or, pi, l'adresse IP, enfin plein de paramètres comme ça capturés instantanément. Et ça ouvre le code source de l'image. Et ça va lire dans le code source de l'image pour y chercher une séquence mathématique donc, qui a été calculée par un algorithme. Et s'il la trouve, ça l'enlève et ça le crée le view. Donc du coup, l'image, elle se retrouve assez violemment transformée dans sa mathématique. Puisque tout d'un coup, au milieu des séquences informatiques très logiques, apparaissent ces mots-là, qui pour l'ordinateur n'ont absolument aucun sens. Et donc du coup, quand l'image s'affiche, ça entraîne des erreurs dans les images. Donc du coup, les images sont la représentation de la quantité d'amour qu'ils contiennent dans leur code source. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Bon, merci beaucoup à tous les deux. J'étais très heureux de vous accueillir. On va voir là votre film Chouva Madeira, qui est absolument magnifique. Et je dois remercier également notre amie Nicole, qui est bienvenue dans cette émission quand elle veut, pour faire des découvertes aussi formidables. Je pense que les internautes vont aller voir ce qu'est le glitch immédiatement, parce que même si vous avez bien précisé, Jacques, que vous n'étiez pas un militant du glitch, mais je pense qu'immédiatement il va aller voir ça. Merci Nicole pour toutes ces explications et cette mise en valeur du travail de Jacques, qui est très intéressante. Et franchement, revenez quand vous voulez pour qu'on ait d'autres découvertes passionnantes de ce type-là. Le cinéma est un de nos sujets. On a des gens très différents qui en parlent. La prochaine fois, on aura Antoine Debec, mais vous êtes bienvenus aussi. On a Antoine Debec qui reviendra régulièrement. On a Laurent Verret. Mais ce sont des approches qui sont tout à fait différentes, tout à fait complémentaires. Et j'ai vraiment grand plaisir. J'aurais vraiment grand plaisir à découvrir à nouveau beaucoup de choses grâce à vous. Merci beaucoup en tout cas, Nicole. Vraiment. Voilà.